Bonjour, bienvenue au Festival des Libertés. Ici, vous retrouvez tous les débats qui se tiendront entre le 21 et le 31 octobre au Théâtre National. Bonne écoute. Alors, bienvenue à cette 20e édition du Festival des Libertés. Bienvenue à ce débat intitulé Défier les multinationales. Mon nom est Jean-François Grégoire. On va passer la soirée ensemble. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir enfin à cette 20e édition du festival où on peut se retrouver, on peut discuter, on peut participer à tout ça. Pour le déroulé de la soirée, très rapidement, je vais débuter par parler un petit peu du festival, toucher un mot de la thématique de cette année pour contextualiser l'exercice que nous allons réaliser ensemble ce soir. Ensuite, nos intervenants qui sont Alain Deneau, Bruno Beaurain, Aline Farès et Marianne Bailly vont se présenter chacun individuellement à tour de rôle. Et puis, la discussion sera organisée autour de grands thèmes. Donc, on va définir le sujet duquel on parle, on va parler de la législation, on va parler du rapport avec les États, avec les banques, avec la société civile, on va parler du travail et on va parler des actions militantes de façon concrète, comment organiser la résistance, la défiance face aux multinationales. Donc, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. On débute tranquillement. Pour parler rapidement du Festival des Libertés, donc le Festival des Libertés, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une convergence d'expression artistique qui s'intéresse à l'état des droits et des libertés fondamentales dans le monde. Ça s'exprime à travers une programmation qui est très diversifiée, donc il n'y a pas que les débats comme celui qu'on organise ce soir. Il y a également une compétition de documentaires sur des questions de droits et libertés fondamentales. Cette année, nous avons 15 films en compétition, 6 qui sont hors compétition, avec une sélection qui est très, très relevée cette année. C'est aussi du théâtre engagé pour s'intéresser à l'état du monde actuel. C'est aussi des concerts avec des deuxièmes parties de soirée qui sont gratuites. C'est aussi des expos qui, elles aussi, sont gratuites. Donc, vous pouvez venir déambuler au théâtre sans nécessairement débourser des sous, venir voir des expos, assister à des concerts et vous intéresser aux problématiques qui touchent les droits et libertés et vous goûter au mélange des genres et des publics qui est celui que propose le festival. La thématique de cette année, c'est la triptyque entre confiance, défiance et surveillance. Donc, tout le monde, pendant la pandémie, on a assisté au fait qu'il y a énormément de liens de confiance qui ont été rudement mis à l'épreuve. Il y a des liens de confiance qui se sont rompus, il y a des digues qui ont été rompues, il y a énormément de choses qui ont bougé. On a vu, ça a été extrêmement compliqué pour les pouvoirs publics parce que la situation était inédite et c'était d'une ampleur qui était du jamais vu. Donc il y a eu un peu de... Et on en sait quelque chose en Belgique, on a eu des cafouillages médiatique sur la communication. Donc, ça a entamé des liens de confiance de la population envers les autorités. Il y a eu également la confiance à l'égard de la communauté scientifique. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus épidémiologues. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu découvert des nouvelles passions et qui, tout à coup, se sont lancés dans des débats avec des gens qui étaient beaucoup mieux placés qu'eux pour discuter de la situation. Ça s'est répercuté également sur les médias, donc les médias de masse traditionnels, y compris les médias publics qui ont pour seule vocation en fait de nous informer, de nous tenir au courant pour qu'on puisse être dans des démarches un peu solidaires. Donc il y a énormément de liens de confiance qui se sont rompus. Ensuite, il y a aussi la défiance qui est le thème qui va nous occuper ce soir. Sans entrer dans le sujet des multinationales, je tiens quand même à dire un mot sur ça. C'est-à-dire que quand on parle de défiance, c'est
facile où certaines personnes entendent une espèce de défiance systématique envers toutes les autorités, toutes les mesures qui nous sont proposées. Et ce n'est pas de ça dont on parle ce soir. Et je prends juste une minute pour insister sur ce fait-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait chez Bruxelles Laïque est animé par un esprit de vouloir, de travailler à l'émancipation des personnes sur le plan individuel, sur le plan collectif. Et ce fil conducteur, ce fil rouge passe par une démarche libre-exaministe. Et le libre examen, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète, c'est quelque chose qu'on pratique, c'est quelque chose qu'on exerce. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir et merci d'être venu participer à ça avec nous. Et pour ce faire, on a besoin d'une méthode et cette méthode, c'est le doute méthodologique. Et quand on est dans le doute méthodologique, on est aussi critique envers soi-même, d'abord et avant tout. Donc, on remet en question nos propres intuitions, nos propres raisonnements, nos propres croyances qu'on adopte ou pas au terme de cette démarche libre-exaministe. Et donc, le doute, ce n'est pas le soupçon, parce que pendant la pandémie, on a vu beaucoup de gens se revendiquer de l'esprit critique, mais qui étaient dans une toute autre démarche, qui est celle de l'inversion du fardeau de la preuve. Donc, tant qu'on ne prouve pas que j'ai tort, ben, en fait, j'ai raison. Et donc, la défiance, ce n'est pas systématique, ce n'est pas quelque chose de donné, c'est quelque chose qui doit être le produit d'une démarche aboutie. Et ce qu'on présente aujourd'hui au festival, c'est cette démarche-là, et ce n'est pas quelque chose de simplement de donner dans le doute, dans le soupçon, de mettre tout dans le même sac. Donc, ce soir, on va essayer de s'appuyer sur des faits, sur des démarches conséquentes qui sont vécues par les gens qui vont prendre la parole. Et puis, la surveillance, eh bien, tout le monde l'a vu. Donc, la surveillance, on a été surveillés de toutes parts. Vous avez tous vu les drones qui ont survolé les avenues que vous avez empruntées. Vous avez tous vu les drones dans les parcs, sur les plages. Mais la surveillance, elle a aussi été doublée par une surveillance qui était très horizontale. Les gens se surveillaient entre eux. On appelait la police quand nos voisins invitaient leur famille. Et tout ça, pour boucler la boucle, si vous voulez, ça a entamé les liens de confiance qu'il y avait dans nos sociétés. Donc aujourd'hui, au festival, le sous-titre du festival, c'est « Ce qui nous lie ». Donc on essaie de réenchanter ce lien, on essaie de remettre un peu de confiance. Et donc merci à vous qui êtes là ce soir, qui vous faites confiance, qui vous dites qu'on peut aller au théâtre, qu'on peut rencontrer des gens, qu'on peut discuter et qu'on peut remettre du lien dans cette société où est-ce que ça fait quelques mois qu'on a perdu cette question du lien. Et donc, bienvenue à cette séance qui porte principalement sur le thème des multinationales. Donc, cette séance qui est intitulée « Défier les multinationales ». Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants qui vont se présenter un à un pour nous dire un peu plus d'où ils viennent et quel est leur angle d'approche sur la thématique. Vous allez voir qu'on a un panel d'intervenants qui est très varié, mais qui est aussi très complémentaire. Donc, je vais débuter avec notre intervenant qui est en visioconférence, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc, Alain Deneau, qui est professeur de philosophie à Moncton, au Canada. Donc, Alain, bonsoir. Et pouvez-vous nous parler un peu de vos travaux, vos ouvrages et tout ce que vous avez fait par rapport à cette thématique des multinationales? Bonsoir, merci de l'invitation. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, j'enseigne la philosophie. Je suis professeur à l'université de Moncton au campus de la péninsule acadienne, en Acadie, donc au Canada. Je mène une recherche dans le cadre des travaux du Collège international de philosophie sur la notion d'économie. Bon, ce qui m'intéresse, c'est de revoir la notion d'économie sur un mode polysémique et philologique. Et par ailleurs, je me suis intéressé au statut de la multinationale à titre conceptuel en tablant sur un cas d'école qui est celui de Total dans un livre qui s'intitule « De quoi Total est-elle la somme ?» et un autre livre plus court qui s'intitule, lui, « Le totalitarisme pervers ».
Merci. Alors, le débat de ce soir est également organisé en partenariat avec le groupe de recherche pour une stratégie économique alternative, donc le GRESEA, dont nous avons le secrétaire général avec nous, qui est Bruno Borin, et qui va maintenant prendre la parole et se présenter. Bonsoir tout le monde. Donc, oui, je suis Bruno Borin. Je travaille depuis 12 ou 13 ans au GRESEA comme chercheur. Et ça fait 12 ou 13 ans que je travaille sur les multinationales. On a notamment créé une base de données qui s'appelle Mirador-multinationale, qui est une base de données comptables et financières sur les plus grands groupes. Plus particulièrement, actuellement, je travaille beaucoup depuis 2 ans maintenant sur Ryanair, qui est une multinationale connue en Belgique, puisqu'elle est active dans les aéroports de Charleroi et de Bruxelles. Et donc, j'essaye, notamment à l'Université de Mons également, de comprendre par une porte d'entrée qui est le travail. Qu'est-ce que ça veut dire travailler dans une multinationale comme Ryanair? Et en même temps, donc, comment Ryanair mobilise ses travailleurs, malgré des conditions salariales déplorables, malgré des conditions de travail très dures. Comment est-ce qu'ils arrivent à mobiliser leurs travailleurs et en même temps, comment ceux-ci résistent à ça? Et donc, comment les modalités de construction d'un syndicalisme, par exemple, dans une entreprise telle que Ryanair. Donc ça, voilà sur quoi porte mon travail pour le moment. Merci Bruno. Ensuite, on se tourne vers vous, Aline Farès, qui vous avez ce blog et cette conférence gesticulée chronique d'une ex-banquière. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre approche de la thématique? Ouais, donc moi, donc bonsoir à toutes et tous. Moi, plus spécifiquement, je m'intéresse à un certain type de multinationales et de pratiques qui sont les multinationales financières et notamment les banques. J'ai travaillé dans une banque pendant pas mal d'années. J'ai quitté ce monde-là il y a une dizaine d'années. Et depuis, j'ai fait l'expérience du processus législatif européen dans une ONG. Mais surtout, j'ai milité au sein de différentes organisations, au sein de collectifs militants, mais également artistiques, avec pour ambition à chaque fois d'essayer de réduire la distance entre ce monde financier et nous, c'est-à-dire essayer de trouver des prises sur cet engin destructeur, essayer de trouver des moyens de s'en emparer, de le comprendre pour le mettre hors d'état de nuire in fine. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est à vous, Marianne Bailly, du collectif Stop Alibaba. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis militante depuis quelques mois au sein de Stop Alibaba & Co, qui est un front composé d'associations de différents collectifs et de citoyens et de citoyennes qui, ensemble, avec des moyens d'action différents, luttent contre l'arrivée d'une filiale de la multinationale Alibaba à Liège Airport et contre l'extension de l'aéroport. Merci beaucoup. Alors, voilà, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, les multinationales, c'est un sujet qui est très, très vaste. Je ne vais pas m'aventurer ici à en faire l'histoire. On aurait pu passer 2 heures avec ça. Simplement, je pense que c'est important de rappeler, et nos invités me corrigeront si je me trompe, mais je pense que l'histoire des multinationales est liée aux entreprises impériales, notamment européennes. Les multinationales, on n'a qu'à penser aux compagnies des Indes et tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un empire si ce n'est une grande zone de libre-échange qui est militarisée à des fins mercantiles? Et donc, aujourd'hui, quand on voit la logique extractiviste qui est à l'œuvre, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit nécessairement dans une nouveauté, mais c'est quelque chose qui remonte à très loin. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, les multinationales sont des espèces de Frankenstein qui ont acquis une certaine autonomie par rapport à leurs créateurs et qui sont même une menace pour les pays qui les ont créés, puisque leurs propres intérêts est souvent
assez antagoniques aux intérêts des sociétés dans lesquelles elles évoluent. Et donc, pour débuter le débat, on va se tourner vers Alain Deneau. Dans votre ouvrage, justement, que vous avez mentionné sur Total, le totalitarisme pervers, vous débutez en disant, en fait, on désigne souvent Total en disant que c'est une société pétrolière française. Or, chacun de ces 4 termes est faux et nous met sur une fausse piste, nous mène en erreur. Donc, comment est-ce qu'on définit les multinationales en débutant par dire ce qu'elles ne sont pas? C'est vrai qu'on n'est pas très bien outillé pour penser les multinationales aujourd'hui si on considère sur un mode scolaire, dire la façon dont on nous a appris le pouvoir, dont on nous a amené à penser beaucoup le pouvoir par rapport à l'État, hein, que l'État étant dépositaire de la violence légitime, voilà, de la capacité souveraine à légiférer, ainsi de suite. Alors que lorsqu'on analyse le déploiement des multinationales, l'exercice de leur pouvoir, on se rend compte qu'ils sont à leur tour, qu'ils représentent à leur tour des souverainetés. C'est-à-dire que les multinationales, loin d'être simplement une entreprise nationale dédiée à tel secteur d'activité, sont d'abord et avant tout des entités. Hein, et c'est même plus choquant que ça. Une multinationale, c'est comme le Père Noël, en droit, elle n'existe pas. C'est-à-dire que Coca-Cola n'existe pas. Bon, comme une entité une, c'est-à-dire qu'en droit, je ne dis pas que Coca-Cola n'existe pas de fait, mais en droit, Coca-Cola n'est pas un sujet. Ce qui est sujet de droit chez Coca-Cola, c'est une myriade d'entités inscrites selon des législations nationales distinctes et nombreuses, lesquelles entités sont indépendantes les unes par rapport aux autres. Et si on veut comprendre, par exemple, le phénomène des paradis fiscaux, c'est par là qu'il faut commencer. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les entités qui constituent un groupe multinational sont indépendantes en droit les unes des autres et peuvent, entre elles, signer des contrats, s'envoyer des factures, transiger, quand même se poursuivre en justice, elles deviennent complètement folles. Et rien ne les en empêche parce qu'elles sont légalement, juridiquement distinctes. Ce ne sont pas des entités qui ont des activités spécifiques. Prenez Total, par exemple. Total s'intéresse à la finance, s'intéresse à l'Internet des objets, s'intéresse aux granulés de bois pour le chauffage domestique. On sait en Belgique qu'elle s'intéresse à l'électricité. Elle s'intéresse à un nombre infini d'enjeux. Prenez Bolloré, qui est devenu maintenant un magnat des médias après s'être intéressé au port et à d'autres activités en Afrique. Activités plutôt industrielles alors. Donc, ce sont des pouvoirs qui n'ont pas d'activité spécifique. Potentiellement, elles peuvent étendre leur empire dans une foule de domaines. Ce sont des entités qui existent sur le mode d'un réseau et ce sont des entités dont les parties prenantes et dont les ayants droit sont apatrides. Si on pense à l'actionnariat, c'est-à-dire qu'une entité multinationale n'a pas vraiment de nationalité. C'est un peu sur un mode folklorique, on va dire que Total est française, par exemple, ou que Bombardier est canadienne. Hormis des phénomènes soit historiques ou le fait d'un siège social, l'actionnariat et l'activité du groupe est largement mondialisée. Voilà, donc en fait, les multinationales sont des entités fractionnées qui ont d'identité juridique que dans leur sous-partie et il n'y a pas, si on vous suit bien, de contre-pouvoir au niveau de la souveraineté réelle qui est exercée par les entités, les groupes en eux-mêmes. Bruno, est-ce que vous voulez réagir un peu à ça et contribuer à ce truc de définir un peu le sujet aujourd'hui? Oui, je suis tout à fait en accord évidemment avec ce qui vient d'être dit. C'est en effet des entreprises qui n'existent pas, mais même le mot entreprise, il a besoin de relais pour exister, puisque même au niveau belge, ce sont des sociétés anonymes. Donc là, on est dans des réseaux de sociétés anonymes en effet. Et quelque chose d'important à comprendre sur la multinationale et son histoire, c'est que, à la différence des sociétés coloniales, on est passé du lien personnel, le roi ou la royauté qui donne à une entreprise les moyens d'aller coloniser des pays, etc., à un statut juridique
c'est la société anonyme qui crée, en fait, qui fait naître les multinationales telles qu'on les connaît aujourd'hui au XIXe siècle. Et une chose importante à retenir, c'est que plus le capital se concentre, quelque part, aujourd'hui, BlackRock, qui est actionnaire de quasiment toutes les grandes multinationales anglo-saxonnes, je pense, gère à peu près 9 000 milliards d'actifs. C'est quelque chose comme 20 fois le PIB de la Belgique. Donc il y a cette concentration du capital, un capital très souple en plus, puisque vu qu'ils sont présents dans beaucoup de multinationales, il n'y a pas de souci à désinvestir, à réinvestir, etc. Et face à ça, il y a une structure productive, comme on l'a dit, qui est extrêmement fragmentée. Et on voit même avec l'économie des plateformes aujourd'hui, ces multinationales, les plateformes de livraison, etc., que le sous-traitant aujourd'hui, c'est l'individu, c'est le salarié, c'est le faux indépendant. Chez Ryanair, les pilotes, la plupart des pilotes de ligne, contractualisent directement avec la firme. Ils créent des sociétés individuelles. Et donc, on a l'individu sous-traitant aujourd'hui. Et c'est ça, ça va jusque-là, cette fragmentation. Les hôtesses de l'air en Pologne sont engagées comme indépendantes sur des plateformes. Et donc, c'est ces nœuds de contrats qui sont en effet extrêmement opaques et qui rendent la construction de collectifs, la construction de la militance contre, la mobilisation contre les multinationales, évidemment encore plus compliquée qu'il y a 40 ou 50 ans. Aline, Marianne, vous qui avez des points de vue un peu différents, comment est-ce qu'on peut définir les multinationales? De quoi on parle? Comment est-ce qu'on peut avoir une emprise sur ce sujet-là? Je ne vais peut-être pas aborder toutes les questions tout de suite, mais en tout cas sur la définition, bon, déjà il y a une chose que j'aimerais préciser, c'est que quand on regarde les multinationales du point de vue du monde financier, en fait ce sont généralement, effectivement, en termes de droit, elles n'ont pas d'existence, semble-t-il, mais en général ce sont des entités consolidées cotées en bourse. Et donc, alors il est vrai qu'a priori c'est la maison mère qui doit être cotée en bourse, mais c'est tout l'ensemble maison mère plus toutes ses filiales, même s'il y en a des centaines, qui sont rassemblées et évaluées en un ensemble pour en définir la valeur, pour définir à quel prix est-ce que leur action va s'échanger sur les marchés financiers. Et pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, on est face à des conglomérats, des multinationales, des entreprises qui sont ce qu'on appelle financiarisées, c'est-à-dire qu'elles sont finalement avant tout, en tout cas dans ce monde-là, des produits financiers. Et l'implication que ça a, c'est qu'elles sont mises en concurrence. C'est moi qui souffle dans le micro? Non. Elles sont mises en concurrence les unes avec les autres en tant que produits financiers, produits d'investissement, opportunités d'investissement pour des gens qui ont du capital. Et ça a des implications puisque du coup la bonne gestion entre guillemets d'une multinationale, c'est une gestion qui a pour objectif de satisfaire l'actionnariat et les créanciers en général. C'est-à-dire, c'est un objectif unique de maximisation du profit pour les actionnaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un maximum de revenus, toujours grandir, être dans une démarche d'expansion permanente, mais aussi minimiser les dépenses pour arriver à ces revenus, c'est-à-dire minimiser les coûts salariaux, minimiser ce que va coûter le travail des individus qui vont travailler pour cette multinationale par rapport à ce qu'ils vont produire. C'est ces fameux objectifs de productivité à toujours augmenter. Mais c'est aussi casser les capacités d'organisation du personnel. C'est aussi minimiser les dépenses, pas les dépenses, pardon, je commence à parler comme une entreprise, minimiser les impôts. D'où le sens des paradis fiscaux. Enfin, il y a toute une direction
qui est donné à partir de ces objectifs de maximisation des profits pour les actionnaires et pour les créanciers. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire par rapport aux multinationales en général. Maintenant, sur le secteur financier lui-même, il y aurait vraiment beaucoup à dire. Mais peut-être pour commencer, il y a une chose qui est particulière, je crois, avec les multinationales financières, et notamment avec les banques. C'est que à la fois, elles sont très loin de nous. J'ai un ami l'autre jour, il me disait oui, mais c'est vrai, la finance, les banques, c'est loin, mais c'est encore plus loin que l'Afghanistan en fait, en termes de à quel point est-ce qu'on est capable de saisir de ce qui se passe là-dedans, de ce qui se passe là-bas, et à quel point on peut se sentir touché par, concerné ou avoir envie de défier ce pouvoir-là. C'est loin parce qu'il y a une distance évidente qui est mise, qui est travaillée, qui est souhaitée en fait, qu'on constate par ne serait-ce que les tours dans les quartiers d'affaires. Vous voyez, les banques, en général, on pense banque. Alors, il y a l'agence bancaire, mais il y a aussi les grandes tours de verre dans les quartiers d'affaires. C'est de la distance. Il y a le discours qui est hyper technique, qui est jargonneux, qui est où on nous explique en permanence en fait, on nous explique rien, qu'on ne peut pas comprendre, et vous inquiétez pas, ils vont gérer la situation, ça va bien se passer. Il y a les personnes qui parlent de ça, c'est toujours des hommes, c'est quasi toujours des hommes, c'est quasi toujours des hommes blancs, c'est quasi toujours des hommes blancs issus ou en tout cas qui sont dans une position économique et sociale dominante. Donc il y a une mise à distance permanente, et en même temps, et c'est là que je pense c'est une difficulté particulière du système bancaire notamment, c'est que en même temps notre système économique capitaliste a placé les banques au centre. C'est vraiment l'engin par lequel est produite la monnaie. Le crédit, c'est vraiment le moteur c'est un des moteurs, parce qu'on pourrait parler du pétrole, on pourrait parler de nos bras, mais le crédit, c'est un des moteurs de la production capitaliste et de l'expansion capitaliste. Et puis se sont s'est ajouté à cela, au crédit, tout un tas de pratiques qui permettent au système bancaire et financier en général d'être un gigantesque accélérateur. Mais avant d'être un gigantesque accélérateur, en tant que fonction qui est au centre du système capitaliste, eh bien c'est aussi une fonction qui est un peu essentielle à notre quotidien, quoi. Ne serait-ce que les moyens de paiement, les retraits en cash, les virements, avoir un compte sur lequel percevoir ses allocations ou son salaire, eh bien ça c'est quelque chose qui passe nécessairement par les banques. Et donc pour le coup, c'est une entité qui est quasi impossible à boycotter. Et ça crée une complexité particulière à l'endroit des banques qu'on a vu se matérialiser notamment au moment des sauvetages en 2008, en 2011 et on peut dire aussi en 2020. Donc voilà, c'est un point en tout cas qui me paraît assez particulier au système bancaire. Je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est très bien. Donc, et vous, Marianne, d'un point de vue militant, vous qui vous butez à ce pouvoir-là, qui le subissez dans votre région, qu'est-ce que sont les multinationales, comment on ressent le pouvoir qui est exercé par ces grandes entités? Comment on peut avoir une prise sur la multinationale Alibaba? Je ne sais pas si c'est l'objectif, si c'est là-dessus qu'on réfléchit vraiment directement. Ce sur quoi on est centré pour le moment, c'est plutôt du pouvoir politique qui a permis l'arrivée de cette multinationale. Et pour pouvoir réagir, il faut évidemment qu'on essaye de sortir de l'entre-soi militant et d'élargir le mouvement d'opposition. Et je pense que pour le moment, on est à ce stade-là. C'est d'essayer de ramener à l'intérieur du mouvement des gens qui effectivement
souffrent dans leur vie quotidienne du développement de l'aéroport parce qu'il y a du bruit, qu'on est réveillé pendant la nuit, parce qu'il y a une circulation d'enfer et que ça va aller en s'empirant. Enfin, voilà, parce que tout notre milieu de vie est affecté par ces projets-là d'accueil de cette multinationale et de développement pour d'autres entreprises de l'aéroport. Voilà, donc pour le moment, toute notre énergie, elle est concentrée là-dessus. C'est d'essayer de diffuser l'information autour de l'arrivée d'Alibaba, de l'extension de l'Agerport et de donner l'envie aux gens de se défendre et de ne pas accepter d'être traités comme nous avons été traités par les autorités politiques. Alors, pour synthétiser un petit peu, on voit que les multinationales sont des formes de souveraineté privée. Quand on est présent dans 130, dans 140 pays, on dispose de tout un appareil aussi qui est diplomatique, de relations, on a de l'influence, on sait négocier des contrats. On voit aussi que c'est vécu de façon très compliquée par les gens chez qui ça s'exerce parce que c'est une transformation du territoire, c'est une transformation des relations, c'est une transformation de notre environnement. Et je me tourne vers vous maintenant, Aline Farès, c'est-à-dire que quand on décrit les multinationales comme ça, est-ce qu'on n'est pas en train de contribuer un peu à nourrir le pouvoir symbolique qu'elles ont? Et comment on fait pour déconstruire ça et pouvoir vraiment trouver où sont les points de faiblesse et les niveaux d'action sur lesquels nous pouvons, comme citoyens, agir? Je vais modestement amener des éléments de réponse, j'espère. Il y a, moi, une question que je me pose beaucoup, c'est à quel point est-ce qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe pour réussir à agir contre les entités, moi, qui m'intéressent particulièrement, qui sont les grandes banques multinationales. À quel point est-ce qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe là-dedans pour pouvoir agir à leur endroit. Et pourquoi je me pose cette question-là? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, d'abord quand j'ai commencé à travailler donc, dans cette ONG que je mentionnais tout à l'heure, qui s'appelle Finance Watch, et qui fait du plaidoyer au niveau européen pour une réglementation financière au service de la société. C'est une ONG dans laquelle j'ai travaillé de 2012 à 2016. Et au moment où j'ai travaillé dans cette ONG, je me suis rendu compte à quel point le débat réglementaire était posé dans des termes hyper techniques. C'est-à-dire que, en gros, le point de départ qui était pris pour contrer le pouvoir de ces multinationales, pour éviter que le scénario de 2008 ne se reproduise, etc., c'était l'état du système financier tel qu'il était à ce moment-là. Et donc, comme on prenait pour point de départ l'état du système financier tel qu'il était, alternative possible, on aurait pu commencer par se dire de quoi avons-nous besoin et construire quelque chose à partir de là et décider où on coupe. Mais non, on prend ça comme point de départ pour en amender les contours. Et comme c'était des usines à gaz, et c'est hyper compliqué, les gars, ils sortent des acronymes toutes les 3 secondes, tous leurs produits, ils n'arrêtent pas de faire des soi-disant innovations financières, donc ils inventent des nouveaux termes tout le temps, en permanence, ils inventent des nouveaux produits, des nouveaux mécanismes, en permanence, des nouvelles machines. Et donc, c'est jamais possible d'arriver... en fait, les régulateurs passent leur temps à courir après, sans jamais pouvoir les rattraper. Et par ailleurs, comme ils ne peuvent jamais les rattraper, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin de les consulter pour comprendre ce qui se passe, et ils ont besoin de les consulter pour définir les cadres législatifs à élaborer. Et à partir du moment où le point de départ de l'élaboration d'une loi, c'est la consultation des entités qu'on est censé réglementer, en fait, ça ne peut pas bien se passer. Parce qu'en gros, c'est elles qui détiennent toute l'information et qui vont dire ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Vous voulez arriver à tel résultat? Ouais, vous pouvez un petit peu bouger le boulon par ici. Et c'est là que je me suis dit qu'en réalité, le fait de rester dans ce niveau de technicité pour parler de comment cadrer le pouvoir de ces multinationales spécifiques, mais d'ailleurs, ce que je vous dis là, ça s'applique à plein de domaines, que ce soit la chimie, les médicaments, les transports, le nucléaire. Enfin, je pense qu'il y a des éléments qui sont similaires.
eh bien, à partir du moment où on a cette technicité des termes comme point de départ, c'est leur domaine et c'est leur langage et c'est eux qui définissent les règles en fait de la discussion. Et donc sur ce terrain-là, il me semble qu'on peut que perdre. Parce qu'on n'a pas véritablement de prise. La deuxième réflexion que je m'étais faite par rapport à ça, c'est que quand je suis, à la fois quand j'étais chez Finance Watch, mais aussi dans les années qui ont suivi, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer ce qui était en train de se passer en termes de pratiques financières, en termes de réglementation ou de non-réglementation, à différents types de publics, et notamment des publics militants, des publics d'habitants ici et là qui s'intéressaient à la question. Et je me suis rendu compte qu'il y avait alors, à la fois un besoin de comprendre ce qui nous arrive, parce que les conséquences sont très violentes, conséquences des crises financières, conséquences des sauvetages aux frais avec de l'argent public et les politiques d'austérité qui s'en suivent, mais aussi conséquences juste des pratiques financières en fait, immédiates. Il ne faut pas que je perde le fil de mon idée avec 36 parenthèses. Donc, en gros, je disais, oui, en racontant ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes en fait exprimaient un besoin de tout de comprendre plus et plus. Mais c'était quoi ces CDS et ça veut dire quoi ce type de pratique financière ou tel autre, etc. Et il m'a semblé qu'à un moment donné, quand on va un petit peu trop loin, quand on prend trop de temps à chercher à comprendre certaines mécaniques, en fait, on se perd. Et on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Et on perd la vue d'ensemble. Et alors, voilà, où trouver le bon niveau de compréhension, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, enfin, j'ai pas de certitude, mais en tout cas, il y a un certain niveau. L'intuition que j'ai, c'est qu'un certain niveau au-delà duquel il n'est pas nécessaire d'aller pour garder une prise. Et l'autre aspect, juste que je voudrais mentionner sans développer trop longtemps, c'est et qui me paraît plus important par rapport au système financier et aux banques. Et qui complète un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport aux fonctions essentielles qui font qu'on ne sait pas trop comment se dépêtrer de ce truc, c'est qu'on est vraiment pris dedans. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'enrôlement qui s'est intensifié avec les années, notamment depuis les années 80-90, où en gros on est rendu... Alors les personnes qui n'ont pas du tout d'épargne ne sont pas pris dans ce « on », a priori. C'est-à-dire en Belgique, je crois que c'est entre 40 et 50% de la population quand même. Mais il y a toute une partie de la population, plutôt ambiance classe moyenne, salariés, etc., qui est pris dedans au sens où on leur propose de l'actionnariat salarié. Donc c'est quand vous êtes employé d'une entreprise, on va vous dire ouais, peut-être pas une augmentation cette année, mais en revanche, on peut te filer des actions et du coup, tu vas être intéressé aux dividendes de l'entreprise. Super, on devient bourreau et victime dans ce genre de scénario. Il y a également les plans d'épargne pension. Donc là, c'est partir du principe que la sécurité sociale, c'est mort, à force d'avoir été détruite pendant des dizaines d'années par les grandes entreprises, leurs lobbies et l'État. Partir du principe que la sécurité sociale, c'est mort et que donc il vaut mieux construire sa sécurité pour l'avenir, par exemple pour la pension, à partir de plans d'épargne pension privés. Et donc, du coup, on constitue un capital qui va sur les marchés financiers. Deuxième emprise de ce système sur nous. Donc, je ne réponds pas directement à la question, Jean-François, mais c'est juste pour dire que je crois que ça, en tout cas, essayer de retrouver une prise ou de comprendre que tout ça n'est pas si distant de nous, c'est identifier déjà à quel endroit on est pris dedans et à quel endroit on est capturé au point de, dans des moments de crise majeure, comme les sauvetages bancaires par exemple, de défendre des intérêts qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire qu'il n'était pas concevable d'imaginer que les banques tombent ou que des gros créanciers fassent faillite, parce que alors ça allait avoir des implications sur une partie très importante de la population. Donc pour continuer là-dessus, je sais, Alain Denou, que vous êtes intéressé à ces questions-là. Donc, c'est-à-dire, à quelque part, à un moment, la législation favorise les entreprises
Donc, encourage les gens à investir, notamment les investisseurs institutionnels. Donc, il y a des caisses de retraite, des trucs tout à fait légitimes qui commencent à investir dans les multinationales. Et à un moment, les États se retrouvent, en fait, à être pris à défendre les multinationales qui sont basées chez elles parce qu'il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de trucs qui sont imbriqués que finalement, comme vous le disiez, un pays comme le Canada, qui joue de sa réputation de bonhomie et tout ça, se met à défendre des saloperies que les compagnies minières font en Amérique latine ou en Afrique. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la manière dont les intérêts particuliers des multinationales, finalement, finissent par se mêler ou même se substituer à l'intérêt général et le rapport de l'État par rapport à ça? On n'a plus de son. Vous m'entendez? Voilà, c'est bon. C'est un complot. Mais en fait, je vais oui, donner rapidement l'exemple du Canada, effectivement, qui, par la voix d'une de ses ambassadrices en Amérique du Sud, à un moment donné, avait dit, voilà, si le Canada est de mèche avec l'industrie minière mondiale, on sait que le Canada est le paradis réglementaire et judiciaire du domaine minier mondial, 3 sociétés minières au monde sur 4 sont canadiennes. Bon, ben si tel est le cas, ce n'est pas parce que le Canada est de mèche avec l'industrie minière et la soutient sur le mode d'une pollution, par exemple, mais c'est parce que les Canadiens ont tellement investi leurs actifs, leur épargne dans l'industrie minière chez nous, qu'on se trouve à défendre le bien commun en soutenant l'industrie minière dans le monde, qui est une des plus violentes, des plus polluantes qui soit, quoi. Bon, en mettant sous pression les gouvernements, en étant de mèche avec des seigneurs de guerre ou en pactisant avec des dictatures et quoi encore, quoi. Et ça, je parle du réseau des ambassades lui-même, quoi, en plus des sociétés qui sont très actives sur ce terrain-là. Effectivement, mais je ne dirais pas du Canada qu'il est pris, qu'il est victime, qu'il subit, qu'il se trouve coincé. C'est qu'il organise cette machination lui-même, comme toute législation de complaisance, quoi. C'est-à-dire qu'on a une oligarchie qui est au pouvoir, et l'oligarchie, elle tient sur 3 pattes, comme un tabouret, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le phénomène des portes tournantes, les membres d'une même catégorie sociale qui oscillent entre, qui tournent autour du secteur politique. Là, je parle des exécutifs, les grands portefeuilles dans les gouvernements, le secteur de la finance et le secteur de la grande industrie. Bon, et ce sont à peu près les mêmes, la même classe sociale qui, sur un plan sociologique et sur le plan des classes, qui domine. Et effectivement, l'épargne, chez nous, par exemple, si prenez le film de Thierry Michel en Belgique, la Katanga Business, qui porte sur la Katanga Mining, qui est une firme belge en Belgique, proche de Georges Forest, c'est un documentaire très critique envers le passé et le présent colonial et néocolonial belge. Tout le film a pour visée de démonter et d'exposer les politiques et les pratiques néocoloniales belges dans l'ex-Congo belge sur le mode minier. Et quand vient le temps de parler de la finance, on cite le Canada. On cite Toronto, et là on voit des Canadiens débarquer. Pourquoi? Parce que le bas de laine de l'industrie minière, c'est l'épargne des Canadiens, étant donné l'organisation paradisiaque, ultra complaisante, de la réglementation canadienne, notamment sur un plan fiscal. J'aurais peut-être dit un mot sur le point précédent, mais je vais juste me permettre d'être rapide. Allez-y. Aline Farès mettait le doigt vraiment sur le problème en disant que si on veut résister aux multinationales, bien entendu qu'il faut se garder de parler leur langage. Et la résistance, l'émancipation, l'autonomie intellectuelle commence par une définition de ce qu'elles sont et dire par exemple que des multinationales, qu'elles ont un pouvoir oligarchique, une souveraineté de type privé qui transcende les États, qui exerce le droit d'une façon spécifique, exerce son pouvoir d'une façon spécifique, penser cela, c'est faire de la multinationale un objet de la critique politique, et les multinationales ont horreur de ça. Bon, ils ont horreur d'être le fusible pour une multinationale en ce qui concerne la critique politique, c'est l'État. Faites sauter un gouvernement, on le remplacera par des gens des mêmes catégories sociales. Bon, allez, en quelque sorte, vous exciter devant cette espèce de totem, cette coquille vide qui est évidée, qui est l'État quant à nous. Et pendant que vous déployez une énergie folle pour changer un gouvernement X pour un gouvernement Y qui, en gros, va mener les mêmes politiques parce qu'on l'a cadenassé,
nous, on mènera nos affaires. Mais militer contre les multinationales, militer contre Alibaba et ses 40 voleurs, militer contre ces groupes-là en les nommant, en identifiant le point de pouvoir comme étant là plutôt que dans les structures, disons, officielles du pouvoir, c'est fragiliser ces géants au pied d'argile qui dépendent de leur réputation, qui dépendent de leur image, qui sont finalement très vulnérables à cela. Et je pourrais en dire un peu plus longtemps dans mon prochain tour de piste. Merci beaucoup. Et donc, pour poursuivre voilà, notre discussion, donc on voit que les multinationales, ce sont des souverainetés, ce sont des pouvoirs qui s'exercent. Et ça s'exprime notamment, et là on va aller vers vous, Bruno Borin, à travers une certaine organisation du travail qui, elle aussi, en appelle à une organisation des travailleurs envers le pouvoir du capital, ce qui est l'objet de vos recherches essentiellement. Donc, comment est-ce que toute cette structure de souveraineté qui fait que les États sont complaisants se répercute à travers des chaînes de commandement, les conseils d'administration, les gestionnaires, etc., jusqu'aux travailleurs qui sont sous pression et qui sont, dans bien des cas, même plus salariés des entreprises, malgré ce qu'on voit. Hein, vous parliez des hôtesses de l'air chez Ryanair, donc elles portent le costume Ryanair. Elles sont même plus payées par Ryanair. Donc, qu'est-ce que les multinationales disent par rapport, comme société, à notre rapport au travail et comment s'organise, selon ce que vous avez constaté, le travail face au pouvoir du capital et des multinationales dont on parle depuis tout à l'heure? Donc, par rapport au rapport au travail dans une multinationale, évidemment, il est très divers en fonction du secteur, de la multinationale, de la position. Le creuseur congolais, l'hôtesse de l'air Ryanair ou le manager d'une grande banque n'ont pas le même rapport au travail, je pense. Néanmoins, il y a quand même certaines choses. C'est vrai que dans certaines modalités communes, dans les multinationales, pour la faire fonctionner, il faut mobiliser du personnel et il faut mobiliser un personnel qui est nombreux et qui est aussi, comme je vous l'ai expliqué juste avant, contractuellement souvent dans différentes entités de la multinationale, etc. Donc il y a un mode de gestion de la main-d'œuvre, hein, ce qu'on appelle des régimes de mobilisation, qui sont souvent implémentés par les top managers. Hein. Donc on a eu pendant toute une époque ce régime de mobilisation fordiste plutôt, hein, qui disait vous avez un emploi dans une grande entreprise, c'est en échange de votre temps de travail, de votre mise à disposition, on va vous offrir certaines certitudes par rapport à la vie, le salaire, etc. Et puis on a remarqué que progressivement depuis 30-40 ans, ce régime de mobilisation avait évolué. Hein, et du fordisme, on est passé à ce que certains ont appelé un régime de mobilisation plus néolibéral, où on joue toujours on joue même de plus en plus sur la peur du chômage, être engagé dans une entreprise, et ça vaut pour les salariés comme ça vaut pour l'État, c'est-à-dire il faut créer de l'emploi. Et donc il faut attirer les multinationales pour créer de l'emploi, et quand je travaille dans une multinationale, il faut que je garde mon emploi. Et je suis prêt à accepter beaucoup de choses pour garder mon emploi. Donc ça, c'est le bâton qui fait avancer les gens. Mais on a aussi développé dans beaucoup d'entreprises des techniques de management qui jouent plus sur les affects joyeux des personnes. Hein. C'est toutes les techniques de développement individuel, de coaching, voilà, tous ces stages, et ce développement personnel en fait que l'entreprise offre entre gros guillemets à ses travailleurs. Et il y a eu pas mal de recherches là-dessus, mais on remarque depuis quelques années que ce développement personnel, il est surtout évidemment de l'ordre du discours, et que finalement, dans beaucoup d'entreprises, on retrouve presque un taylorisme assez brutal envers les salariés. Chez Ryanair, on engage des hôtesses de l'air et des stewards dans les pays qui ont vécu le plus fortement la crise de 2008, parce que c'est les pays où il y a du chômage, un chômage endémique, et donc on profite de cette précarité des jeunes pour les engager. On les forme, jusqu'à il y a peu, ils devaient payer leur formation, c'est-à-dire 4 000 €. Donc là, on est dans ce qu'on pourrait appeler quelque part la dépossession. Parce que ce n'est pas seulement une exploitation sur le salaire, c'est une exploitation par la dette. Les travailleurs sans dette. Il faut payer pour travailler. Il faut payer. Pour accéder à l'emploi. Payer pour avoir le job, ils le disent tous en fait. Il faut payer pour avoir le job. Et donc ils s'endettent.
il y a une mobilité forcée, c'est-à-dire que quand vous êtes hôtesse de l'air espagnole, si vous vous demandez pour rester dans une base espagnole, vous vous retrouvez à Zaventem, sans parler évidemment le néerlandais, en devant trouver un appartement avec des salaires qui sont parfois tout juste aujourd'hui, tout juste le salaire minimum belge, mais souvent ils étaient en dessous auparavant. Et donc il y a toute cette violence, cette brutalité qui fait qu'à un moment donné, ces travailleuses, ces travailleurs sont mobilisés par l'entreprise juste par une contrainte forte et toute leur subjectivité en fait est complètement niée. Ça devient même tabou. Si bien qu'on se retrouve évidemment avec des... Enfin moi je suis en contact avec certaines hôtesses de l'air qui ont quitté maintenant Ryanair et certaines ne pourront plus jamais travailler. Parce que quelle que soit l'entreprise dans laquelle elles essayent de travailler, elles ont l'impression de jamais en faire assez. Et donc, il y a un cycle de burn-out et de maladies liées au travail qui est assez infernal. En fait. Donc, on est dans ce taylorisme brutal. Hein. Et Ryanair est intéressant parce que c'est un exemple, mais on a l'impression qu'on est dans un processus comme ça, par rapport au travail, qui fait des petits. Et quand on va voir les ateliers de chez FedEx à l'aéroport de Liège ou dans la logistique, le travail dans la logistique, c'est les fameux boulots de merde, mais dans des conditions vraiment de merde, où c'est le bâton qui fait avancer. Donc voilà, après, je pense que par rapport à la question de comment on contre-mobilise, comment on se mobilise contre, je pense qu'il y a une première chose, et j'aimais bien le terme d'Aline qui parlait d'enrôlement, il faut prendre conscience de la domination. Il faut prendre conscience de cet enrôlement par la multinationale. Enrôlement des salariés, j'ai expliqué comment. On joue sur la précarité du travail, très souvent. Enrôlement des consommateurs. Je ne vais pas vous faire un dessin. Si Alibaba déverse des gadgets par milliers à l'aéroport de Liège sans cesse, qui polluent, c'est quand même qu'à un moment donné, on les vend. Et l'enrôlement politique. Parce qu'en effet, le personnel politique est enrôlé dans ce jeu, dans ce chantage à l'investissement et chantage à l'emploi, qui vont de pair évidemment, qui font qu'en Wallonie, on a décidé de brader l'environnement pour développer une politique logistique sur l'aéroport de Liège et l'aéroport de Charleroi, qui sont extrêmement mauvaises pour l'environnement, pour les conditions de travail des salariés, pour la mobilité, et j'en passe. Et donc, troisième chose, comment, après cette prise de conscience de cet enrôlement, comment est-ce qu'on peut... Je pense qu'il y a vraiment un enjeu, comment on articule l'intérieur et l'extérieur. Il y a des salariés qui se battent, et comment est-ce qu'on évite que ces salariés qui luttent à l'intérieur entrent en contradiction avec peut-être des luttes à l'extérieur. Et ça, c'est tous des enjeux que dans beaucoup de secteurs, on retrouve, et qui ne sont pas si simples. À articuler des mouvements ou des collectifs environnementaux avec des salariés qui se battent parfois pour leur emploi. On a souvent ce genre de contradictions. Et donc là, je pense que c'est vraiment intéressant de prendre ce problème-là et de réfléchir à comment on construit des fronts contre les multinationales. Et justement, dans les recherches que vous menez sur Ryanair, qui est quand même un incontournable en Europe, qu'est-ce que vous observez dans les modes de mobilisation chez les travailleurs face à ces modes managériels qui sont totalement déshumanisants? La première des mobilisations, malheureusement, c'est quelque chose d'individuel. C'est ce qu'on appelle l'exit, c'est-à-dire je fais un burn-out, je prends un certificat médical, je me casse parce que j'en peux plus. Ça, c'est une mobilisation, c'est aussi une défiance par rapport à la multinationale. Voilà. Et puis alors, ce que moi j'ai observé chez Ryanair, mais aussi dans d'autres, c'est qu'évidemment, à un moment donné, malgré les politiques de ressources humaines hyper individualisantes, il y a des collectifs qui se créent. Chez Ryanair, par exemple, on déplace sans cesse le personnel, on ne lui donne pas les moyens de vivre, donc qu'est-ce qu'il fait? Il vit en colocation aux abords des aéroports. Et ces communautés de vie deviennent des communautés politiques. Et ces communautés politiques, de ces communautés politiques, est née en 2018 une grève européenne. Voilà. Et donc c'est quelque part la gestion de Ryanair, la manière de mobiliser son personnel qui a permis la contre-mobilisation du personnel. Et donc ça, c'est des choses intéressantes, je pense qu'il faut travailler également au niveau syndical, etc., pour prendre conscience que ce qu'on peut, dans un premier temps, voir comme quelque chose d'extrêmement négatif par rapport à des mobilisations ou à des résistances de salariés, des contextes difficiles peuvent être finalement des contextes porteurs pour la mobilisation.
Et ça, c'est au cas par cas, mais c'est important de chaque fois voir les deux dimensions de chaque problématique. Voilà, donc c'est intéressant puisqu'on voit que d'un côté, on dit les multinationales sont des pouvoirs qui se fractionnent sur le plan juridique par intérêt. En face, on voit que les luttes aussi sont fractionnées souvent parce que si on suit ce que vous dites, il y a aussi la modalité d'organisation du travail qui vient définir un peu les modalités de défiance et de résistance également. Donc, si on veut s'intéresser à la manière dont on peut articuler ces luttes-là pour vraiment offrir des contre-pouvoirs à ces pouvoirs que sont les multinationales, et maintenant je me tourne vers vous, Marianne Bailly, qui avait cette expérience-là. Déjà, comment est-ce qu'on ressent le pouvoir? Comment est-ce qu'on ressent ces choses-là? Et comment est-ce que, pour poursuivre dans notre réflexion d'explorer les dimensions de la défiance des multinationales entre le penser et le faire, comment est-ce qu'à un moment donné, on n'est plus dans la pensée, on est seulement dans l'action, et comment est-ce qu'on vient à connaître finalement l'ennemi en le combattant, en étant engagé, en fonçant, en étant dans la résistance face au pouvoir qui est exercé sur nous? Oui, on avait échangé quelques mots à ce propos-là. C'est vrai que je pense que à Stop Alibaba, je fais partie du groupe qui s'occupe de construire un réseau de relais qui porte l'argumentaire de Stop Alibaba et qui essaye de diffuser un peu par capillarité. Et c'est vrai que c'est en avançant qu'on construit un petit peu notre compréhension de à qui on s'adresse et quels sont nos ennemis par rapport à cette lutte-là. Et nous, notre démarche au sein du groupe des relais, c'est d'essayer d'utiliser nos relations de proximité donc les relations de proximité, c'est là où on va, c'est le groupement d'achat commun, c'est la chorale où on va, c'est les assos qu'on fréquente, c'est échanger quelques mots avec les collègues. Enfin, c'est comme ça qu'on essaye de faire émulsionner autour de nous, mais toujours par ce biais-là des liens de proximité, l'argumentaire de Stop Alibaba. Alors, il n'y a pas que ce travail-là qu'on fait. On essaye aussi de contacter des acteurs qui sont des acteurs importants. Par exemple, on s'est adressé aux maisons médicales de la région liégeoise, parce que les maisons médicales, ce sont des endroits où on se fait soigner, mais c'est aussi des endroits où on réfléchit à ce qu'on appelle, dans le jargon des maisons médicales, les déterminants sociaux de la santé. Et donc, voilà, c'est un milieu où on devrait avoir du répondant par rapport à ça, puisque les problèmes que pose l'extension de l'aéroport et de l'arrivée d'Alibaba, c'est aussi des problèmes de santé publique. Et donc voilà, on essaye de trouver des appuis aussi auprès d'acteurs comme ceux-là. On contacte aussi les comités de quartier. Et voilà, on essaye de faire prendre une émulsion comme ça, de cette manière-là, quoi. Mais c'est vraiment par le biais des relations de proximité, des relations de voisinage. Et c'est vrai qu'on commence par des choses qui sont très, très épidermiques et parfois des réactions où les affects sont mobilisés. Et puis, voilà, il y a quelque chose évidemment qui doit passer dans un autre registre, qui est un registre plus d'un combat politique à construire ensemble. Mais exactement, donc si on va dans cette veine-là, parce que depuis le début on dit les multinationales sont des entités consolidées qui ne rencontrent pas de vrais contre-pouvoirs à l'échelle sur lesquels elles opèrent, on vous entend aussi, on entend ce qu'un peu tout le monde dit, chacun mène son combat un peu de son côté. Donc ouvrons la discussion peut-être à tous les intervenants, vous pouvez échanger ensemble.
Mais comment est-ce qu'on fait pour articuler ces luttes-là, pour donner vraiment corps à la résistance face aux multinationales et que ce ne soit pas chaque fois à la carte et que finalement ces grands pouvoirs qui sont eux très organisés, qui ont un agenda qui est très clair et qui puisse... Comment est-ce qu'on fait comme société civile pour articuler? C'est une grande question. Bien sûr, c'est pas simple. Mais c'est aussi ce que je mentionnais d'entrée de jeu, quand on est dans une méthode libre-exaministe, on n'est pas dans les « il suffirait que », il faut quand même prendre en compte les limitations. Mais si on veut penser la mobilisation, si on veut penser la défiance, si on veut penser la résistance face à ces formes de pouvoir privés qui sont sans contre-pouvoir, il faut à un moment donné pouvoir penser cette question de l'articulation des luttes. Et j'aimerais vous entendre là-dessus par rapport à comment est-ce qu'on peut faire pour que chacune de ces luttes, de façon isolée, puisse se mêler les unes aux autres et donner corps à un vrai contre-pouvoir, à une vraie résistance. Aline, peut-être? Bah, déjà, une vraie résistance, moi je pense qu'il y en a plein des vraies résistances qui existent. Celle de Stop Alibaba, c'est une véritable résistance. Il y a des résistances partout dans le monde et notamment dans les pays du Sud depuis très longtemps, du Sud global depuis très longtemps, parce que c'est là que les attaques des multinationales ont été les plus visibles, les plus violentes, les plus féroces, qu'il y a eu des destructions depuis très longtemps. Donc il y a une culture de la résistance multinationale qui existe un peu partout dans le monde. On arrive à la même chose ici dans nos contrées aussi. Et bon, je vais pas forcément aborder beaucoup de choses là, mais juste amener 2-3 choses. C'est que déjà, y a, moi, une chose qui me frappe, c'est que il y a quand même une compréhension assez générale maintenant, à force, des enjeux environnementaux et écologiques. Il y a une compréhension à force aussi de ce que signifient véritablement les inégalités, à quoi elles ressemblent, comment on a d'un côté des milliardaires et multimilliardaires qui s'envoient en l'air littéralement dans l'espace et qui font tout un tas d'autres choses débiles et dangereuses pour nous, et en même temps la misère qui explose jusque dans les rues de Bruxelles, en bas du Théâtre National, là. Donc toutes ces choses-là, elles sont claires, et en même temps, je trouve que c'est assez sidérant de voir combien de nombreuses luttes ne sont que très peu soutenues, alors que c'est là qu'est le front, en fait. Les lignes de front, elles sont là quand il y a des collectifs ou des syndicats ou autres qui défendent la sécurité sociale. Bah, en fait, c'est pas ringard, c'est une ligne de front, c'est par là que ça pourrait commencer de faire reculer, par exemple, la financiarisation de notre monde. Quand il y a des zones à défendre, des ZAD qui s'installent, il y a eu Arlon pendant 1 an et demi ici en Belgique, il y en a eu plein, en fait. Il y a Bure sur une zone nucléaire, enfin, où il pourrait y avoir des enfouissements de déchets nucléaires, ou Notre-Dame-des-Landes où il y avait le projet d'aéroport. Il y en a d'autres, une forêt en Allemagne pas très loin d'ici. Enfin, il y a plein d'endroits où il y a des zones à défendre. C'est pas des hurluberlus, les gens qui font ça, quoi. C'est vraiment l'avant-garde de la lutte contre des projets portés par tous les intérêts qu'on vient de décrire. Et c'est vrai que je crois qu'il y a déjà un élément de reconnaissance de où se situe la lutte contre le pouvoir des multinationales aujourd'hui. Et c'est vrai que si on ne fait que compter le nombre que nous sommes à une réunion de discussion, de mobilisation, à une manif, etc., bah, parfois c'est quand même assez décourageant. Mais je crois que si on arrive à se reconnaître, en tout cas, et à apporter un soutien visible à toutes ces luttes-là, en comprenant ce dont elles parlent, en fait, et à quoi elles touchent, eh bien, je crois qu'on pourra déjà pas mal progresser. Mais c'est qu'un élément. Je vais laisser la parole. Oui, Alain, vous voulez rebondir sur ça? Je proposerais une triple approche rapidement. Critique, écologiste et pragmatique.
lesquels sont complémentaires, bien que fort distincts. L'approche critique, elle consiste à étudier un problème indépendamment des critères de faisabilité, pour permettre à l'esprit d'aller au bout d'un raisonnement sans, en quelque sorte, se censurer lui-même parce que telle chose est impossible ou utopique ou bon. Et si on approche les multinationales d'un point de vue critique, on peut tout simplement dire que le problème des multinationales, ce sont les multinationales elles-mêmes. Et la solution réside dans leur dissolution. Parler de défier les multinationales, pour moi, c'est beaucoup trop faible. C'est même un acte paradoxal de reconnaissance. Les multinationales sont illégitimes. Elles n'ont pas leur place. On n'en a pas besoin. Et dans le domaine pétrolier, qui est un domaine d'avant-garde dans leur déploiement, je dirais, moderne, elles ont artificiellement rendu indispensable leur rôle par, on se rappellera au Moyen-Orient, le traité de la ligne rouge, et l'accord as-is, qui a constitué un cartel artificiel où on fixait les prix, on fixait l'accès aux ressources, parce qu'on comprenait que le pétrole aurait très bien pu être exploité par une myriade d'entités indépendantes, mais réellement indépendantes, pas liées à un même groupe et à un même actionnariat, mais réellement indépendantes, des PME, des coopératives, des petites sociétés d'État, et la régulation a été beaucoup plus facile. Bon, alors que là, on est face à des pouvoirs qui sont, fort préoccupants. Il n'y a aucun démocrate ne peut accepter qu'autant de pouvoirs soient concentrés entre aussi peu de mains dans des domaines aussi névralgiques que la santé publique, je veux dire la pharmacologie, l'agroalimentaire et quoi encore, le transport, le divertissement, l'information, nommez-les. Il n'y a pas un domaine qui échappe à l'emprise des multinationales et ces pouvoirs, ces souverainetés privées, ensuite, je veux dire, ont le loisir de déterminer nos vies. Sans qu'il y ait même pas l'embryon du début, de l'ombre du bout de la queue, de quelque chose qui ressemble à un cadre démocratique, quoi. Le deuxième point, il est écologique. C'est que ces pouvoirs-là ont le cancer. C'est-à-dire, ils se sabordent eux-mêmes. Ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Le problème, c'est qu'on est aussi, nous, assis collectivement sur cette branche-là. C'est-à-dire qu'ils risquent de nous emporter dans leur chute. Mais le problème des marxistes, c'est qu'ils se sont tellement trompés en prédisant la fin du capitalisme qu'on a fini par penser que le capitalisme ne se terminerait jamais. Or, il semble que c'est pas les bolcheviks, c'est pas par la lutte des classes organisées qu'on va mettre un terme au capitalisme. Le capitalisme lui-même est son propre ennemi. C'est-à-dire qu'il détruit tout, il saborde tout. Il rase tout sur son passage. Et à un moment donné, il ne pourra plus finalement trouver les conditions de possibilité de la croissance dont il dépend. Et on le voit bien par tout le capitalisme des plateformes, qui est une façon un peu désespérée de relancer des marchés, mais sur un mode infinitésimal et même fétichiste, quoi. Et donc, ce qu'il faut penser, c'est que ces pouvoirs-là sont extrêmement fragiles, et même en situation de panique actuellement, ils ne savent plus quoi faire. Bon. Et donc, notre travail, c'est pas d'essayer sur un mode très ancien, je veux dire, je sais pas, moi, sur le mode de la lutte des classes, de se dire que nous, avec nos tire-poids, on va renverser des pouvoirs qui ont tout, qui ont, je veux dire, l'armement, les médias, qui ont l'information, je veux dire, qui ont les aliments, qui ont les réseaux de distribution, les médicaments, il n'y a rien qu'ils n'ont pas. Et c'est un pouvoir extrêmement concentré, comme ça a été dit de manière tout à fait pertinente. Le travail consiste à accompagner ce pouvoir-là dans sa chute et à créer des pôles de résistance régionaux à notre échelle, à une échelle sensée, qui soient capables de prendre la relève et de penser ce qu'on appelle aujourd'hui fort pertinemment les biorégions. La géopolitique des régions où, d'une manière autonome, on crée des pouvoirs, indépendamment des structures en place s'il le faut, pour résister, mais pas seulement résister dans un fait de réactivité, mais de résister sur le mode de l'émancipation et de l'autonomie. Et la troisième dimension, vous avez dit critique, vous avez pragmatique, écologique. La pragmatique, mais là, j'ai pas le temps de développer, mais c'est de dire, dans ce contexte-là, comme effectivement, c'est pas nous en sortant, en allant lancer des pierres sur un McDonald's ou sur une banque, qu'on va vraiment renverser quoi que ce soit, il faut continuer d'agir effectivement au quotidien comme on le peut, mais sur un mode sectoriel, en se disant que le démantèlement des multinationales est un horizon d'attente pour ne pas se satisfaire de petites victoires, mais ne pas se décourager non plus, de se dire, bon voilà, c'est l'échelle sur laquelle on agit. Et on agit aussi en connaissance de cause, en sachant qu'on s'attaque à des pouvoirs qui, d'abord et avant tout, sont leurs propres adversaires.
des pouvoirs qui sont leurs propres adversaires. C'est intéressant. Donc, avant d'ouvrir la parole au public, je voudrais quand même laisser à chacun des intervenants la possibilité de revenir sur ce qui a été dit. S'il y a quelque chose que vous voudriez que les intervenants, je pense qu'Alain l'a fait de façon très, très convaincante, ou en tout cas convaincue, quelque chose que vous voudriez que les gens retiennent en rentrant à la maison ce soir ou après avoir écouté ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je commence par vous, Marianne. C'est un peu déstabilisant par rapport à la démarche qu'on a adoptée jusqu'à présent. Et donc, moi, je vais revenir, évidemment, c'est très intéressant pour nous, mais je vais revenir évidemment avec toutes ces réflexions-là et les partager avec les gens qui font partie du Front. Aline? J'ai envie d'amener une idée que je n'ai pas encore évoquée, qui est que aujourd'hui, à force de concentration de capital entre des mains milliardaires, millionnaires, enfin quelques-uns, à force aussi de cet enrôlement. Alors le terme n'est pas de moi, il vient de Frédéric Lordon, juste pour préciser, à force de cet enrôlement qui fait que y a de plus en plus de gens qui mettent au pot des marchés financiers, en gros, hein, toute cette masse de capitaux qui cherchent des débouchés finalement. Tout ce capital, il va chercher à se placer, s'investir, et il va où? Il va acheter des actions de grosses multinationales ou de plus petites multinationales ou juste d'entreprises nationales, mais donc tout ce capital il va et donc il encourage le déploiement de ces multinationales. Tout ce capital accumulé et qui ne cesse pas de grossir, il va aussi dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est un placement sûr, c'est une valeur refuge. Et je suppose qu'il y a des Bruxellois, Bruxelloises ici. On la sent, l'augmentation des loyers et l'augmentation des prix du logement, il me semble. Dans des périodes de crise, c'est ça qui se passe. Le capital, il va là où est l'immobilier, là où ça construit, là où il y a encore possibilité de construire. À Bruxelles, les pouvoirs publics sont hyper cool et donc ils peuvent construire beaucoup. Et donc, voilà. Et puis, il va aussi, tout ce capital, il va aussi dans la dette publique. Et là, on l'a vu avec tous les sauvetages des 15 dernières années, et notamment le dernier en date, celui de 2020, et les relances maintenant, de la dette publique, il y en a plein. Et donc, ça, c'est un superbe produit d'investissement aussi pour les détenteurs de capitaux. Et donc, on est dans un truc où il y a des quantités astronomiques, littéralement, de capital qui cherchent des débouchés, qui, à travers les marchés financiers, à travers tous les acteurs financiers, banques, sociétés d'assurance, fonds d'investissement, etc., fonds de pension, qui sont les intermédiaires finalement, à travers tous ces acteurs-là, vont trouver des débouchés pour leur capital. Et c'est ce capital-là dont on sent la pression quotidiennement, en fait, dont on sent la pression sur les écosystèmes, dans les villes, sur nos corps, à tous les endroits finalement. Et pour moi, le projet, ça doit être de détruire du capital. Véritablement, parce qu'il y en a trop, en fait. Et détruire du capital, ça commence par détruire certains flux, arrêter certains flux, les flux de remboursement de dettes publiques, les flux de paiement des loyers, tous ces flux qui font qu'il y a une grosse partie de la population qui ne fait que continuer à, par tout un tas de mécanismes assez différents les uns des autres, mais qui finalement reviennent au même, c'est argent public et travailleurs et travailleuses qui constituent progressivement par tous ces flux, le capital accumulé qui en retour nous oppresse, quoi. Donc il y a, à mon avis, à cet endroit-là, tout un projet politique. Et Bruno, quelque chose que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de dire encore? Oui, juste par rapport à la méthode, on a un peu parlé, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Alain Deneau, le fait que l'objectif de la lutte contre les multinationales ne doit pas être, comme je l'entends parfois, et malheureusement parfois trop, de les responsabiliser ou de les démocratiser. On ne démocratisera pas Uber, ni Total, ni BNP Paribas. Donc ça, il y a un nombre de bouquins assez incroyable sur ce thème.
Enfin voilà, moi ça me fait vraiment rigoler. Et donc prendre le contre-pied de ça, c'est prendre les multinationales pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des systèmes de production. C'est en réfléchissant à la production, à comment on produit, comment nous voulons produire, puisque la multinationale, c'est vraiment le rapport salarial le plus brutal. On nous a dépossédés de notre statut de producteur, en fait. Et la multinationale, elle symbolise ça. Il y a des plans de relance qui sont décidés un peu partout en Europe, dans le monde, etc. En Belgique, on va mettre 13 milliards, je pense, dans l'économie. Est-ce qu'on a demandé à l'un de vous ce qu'il pensait de ces dépenses qui sont en fait de l'argent directement filé dans la trésorerie de grandes multinationales, quoi. On crée des débouchés pour les capitaux qui en trop. Voilà ce qu'on fait. Ça, c'est la relance, telle qu'on l'entend. Et donc, si on ne s'occupe pas de la production, si on ne s'occupe pas de qu'est-ce qu'on veut produire ensemble, on n'arrive pas, en fait, à construire, alors j'aime pas ce terme, mais l'alternative, ou en tout cas quelque chose de différent. Deuxièmement, il y a donc ça, c'est comment est-ce qu'on pense cette lutte. Deuxièmement, il y a le moyen de le faire. Moi, je ne vais pas être très, très original, mais je pense que nous avons un grand besoin de réhabiliter la grève comme mode d'action légitime. La grève des salariés, mais aussi la grève peut-être en dehors de l'entreprise. Alors, il faut la faire évoluer. Mais encore une fois, là, j'ai été souvent en débat avec des gens qui veulent repenser le répertoire d'action collective. Mais quelle est la seule action collective qui fonctionne contre une multinationale? C'est la grève et la grève transnationale. Les salaires chez Ryanair en 2017, ça pesait à peu près 25% de la valeur ajoutée de la firme, ce qui est ridicule. Aujourd'hui, c'est 37% de la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'il y a eu entre ces deux moments? Il y a eu 2, 3, 4 grèves. Voilà. Et donc il faut bien, voilà, pas d'utopie sur cette question-là. C'est ces mouvements-là qui créent un rapport de force et qui permettent de faire évoluer les choses. Et donc pour ça, il y a un élément qui est crucial, ça c'est la condition de possibilité, si vous voulez, c'est de sortir de nos systèmes de corégulation fordiste. C'est-à-dire un patron qui se met autour d'une table avec un syndicat, ou même maintenant avec des parties prenantes, hein, et qui vont gérer, responsabiliser, contrôler la firme. Ce n'est plus possible parce que le patron, il n'existe plus, parce que le patron, il n'est plus à la table des négociations. Et donc, on peut, et d'ailleurs, on demande aux syndicalistes en Belgique de faire fonctionner la concertation sociale dans l'entreprise. Et souvent, quand je les rencontre, ils me disent, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui décide dans cette entreprise. Et donc, il n'y a pas de concertation sociale. Et donc, réhabiliter la grève, ça passe aussi par dépasser cette corégulation fordiste qui a marché un temps. Mais voilà, aujourd'hui, elle n'est plus adaptée au système de production que nous rencontrons. Voilà ce que je voulais dire. Très, très intéressant. Et donc, on a entendu toutes sortes de réactions du public et ce n'était pas que pour rigoler durant la discussion. Donc, on va maintenant ouvrir la parole à la salle. Je vois déjà qu'il y a une main levée. On va prendre les questions du public pour nos intervenantes. Donc, voilà. Je vois des mains levées. Le micro arrive. Voilà. Merci. On vous écoute, monsieur. Bonjour. Le problème, c'est qu'on est dans un système qui est tout pouvoir confondu. Donc, que ce soit au niveau de la magistrature, qui, on le sait, tout à fait indépendante, des partis politiques qui défendent le citoyen, des banques qui font du profit, et les organisations syndicales qui font une pseudo-concertation. La Belgique ne se porte pas trop mal du point de vue des multinationales. Si vous faites le compte, il y a quand même Solvay, il y a quand même le successeur de l'Union minière, etc. Et donc, on est dans un système interconnecté. Je le dis d'autant plus qu'il y a très peu d'études sur ce qu'on appelait dans le temps les trusts. Les trusts, c'est-à-dire de haut en bas, tous les systèmes de production. Et donc, je vous recommande l'étude d'un auteur qui s'appelle Geoffrey Goens,
qui a d'abord publié, tout pouvoir confondu, et 3 études sur le fait que la Belgique financière reste quand même quelque chose d'un peu familial, si étonnant que ça paraisse. Le dernier point, c'est sur Alibaba. Je trouve que c'est tout à fait opportun, sinon opportuniste, au moment où la géopolitique, la géostratégie des grands impérialismes s'oriente vers ce qu'ils appellent l'Indochine, non, le Pacifique. Je trouve qu'effectivement, taper sur Alibaba, c'est mieux quand même que de taper sur Amazon. Hein. Et vous aviez une question ou c'était seulement pour partager vos observations? Non, je pose la question, est-ce que quelqu'un a jamais lu un ouvrage de Geoffrey Goethe, professeur à l'Université de Liège? Je vous le recommande chaudement. D'accord. C'est un annuaire, mais vous serez étonné du nombre de grandes familles qui sont toujours impliquées à la manœuvre et la façon dont le personnel politique est à leur service. On aurait pu aussi parler avec Alain Deneau de la famille Desmarais, de Power Corporation, de la famille Frères en Belgique, de tous ces fonds d'investissement qui sont derrière tout ce que vous voyez à Bruxelles, FH, PNB. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y avait une autre question, je crois? La question de la grève. Oui, la question de la grève. Ils connaissent parfaitement le problème de la solidarité syndicale, à savoir que l'Allemagne, déjà très longtemps, a interdit les grèves de solidarité. Donc, si Volkswagen se met en grève et qu'il demande l'aide des travailleurs d'Opel ou de Mercedes, c'est pas permis. D'accord. Merci, monsieur. On va passer à la prochaine question. Merci. Mon nom, c'est Philippe Jacques. Je travaille à la Commission européenne. Et je vous remercie beaucoup de cette discussion très, très profonde, je trouve, et vraiment bien dans le sujet. Je voudrais poser une question sur le lien, justement, entre les multinationales de production et les multinationales financières, parce qu'elles sont toutes devenues des financières, comme le disait très justement l'intervenante. Et ça résonne avec la suggestion qu'effectivement, leur pouvoir financier est ce qui les rend too big to fail, quoi. Et qui fait qu'au moment où on a des crises financières, il faut d'abord sauver ces banques et aussi les multinationales qu'elles financent, parce que justement, sinon les épargnants vont perdre leurs économies et tout ça. Et je pense là, pour l'analyse de où est-ce que sont les points faibles, puisque c'est ça quand même qui permet de les défier, est-ce qu'il n'y a pas moyen, dans certains exemples, alors je prends un exemple concret, mais il s'applique que dans un cas, parce que par exemple Total, ou toutes les grosses multinationales pétrolières, leur valeur boursière, donc leur valeur financière, est liée finalement à leurs réserves prouvées. Et ça fait augmenter ou pas la valeur de leur action. Donc elles ont intérêt à continuer, par exemple aujourd'hui, à explorer des réserves qu'elles savent qu'elles exploiteront peut-être même jamais, parce qu'il est fort possible qu'effectivement un jour on décide de plus exploiter les énergies fossiles. Mais aujourd'hui, elles ont encore la possibilité de le faire. Il y a un État au monde, je crois, la Nouvelle-Zélande, qui commence à interdire l'exploration de ressources fossiles. Donc là, on est dans un cas où on pourrait diminuer la valeur capitalistique de ces entreprises simplement par un levier très simple qui est dans la main du pouvoir public et qui est l'interdiction de l'exploration. Parce que là, ça va faire tomber les actions du jour au lendemain. Et donc, on va se retrouver avec des multinationales dont les valeurs, au lieu de continuer à augmenter de manière permanente, comme c'est le cas aujourd'hui grâce à une spéculation assez compliquée sur les ressources énergétiques qui fait que les prix augmentent, pourquoi leurs valeurs ne pourraient pas diminuer si on agit? Et est-ce qu'on ne pourrait pas identifier donc les points faibles des boîtes sur lesquelles on lutte, que ce soit Amazon, que ce soit Alibaba, que ce soit Total, parce que j'ai participé à des actions contre Total. Est-ce que leur valeur n'est pas finalement liée, comme vous dites, à une certaine complicité, et complexité aussi d'ailleurs, de la structure qui les finance et de toutes les banques qui les financent. Et ceci étant, je suis entièrement d'accord que le point faible, à mon avis, il est effectivement plutôt aux banques, au niveau des banques,
parce que c'est leurs investissements qui font que les autres multinationales fleurissent. On peut débuter pour répondre à ça? Aline ou Alain? Bon, je comprends le langage non verbal d'Alain qu'il me cède la parole. On ne t'entendait pas. Alors, effectivement, je crois qu'il y a d'abord dire une chose sur la valeur des titres financiers, par exemple la valeur du titre financier Total ou de toutes ces sociétés qui sont basées sur le pétrole. C'est pas un domaine que je connais particulièrement bien. Il y a une association en Belgique qui s'appelle Fairfin qui a publié beaucoup de choses très intéressantes là-dessus sur le financement de l'énergie. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est un secteur dans lequel il y a une situation très particulière qui se pose. Et à partir de là, je vais ajouter quelque chose de plus général. La situation très particulière dans laquelle on est, c'est que la plupart des grosses multinationales de l'énergie ont dans leurs actifs, donc ce qu'elles possèdent, ce qu'on appelle en anglais des stranded assets. Donc c'est des actifs, je ne retrouve plus la traduction en français, en gros dévalorisés, et qui en gros ne sont pas encore dévalorisés mais vont l'être très rapidement. Quand par exemple une nouvelle législation va sortir qui va limiter l'exploration dans certains endroits, ou si par exemple demain la mobilisation Stop Alibaba parvient à empêcher l'expansion de l'aéroport, eh bien ce que Alibaba avait pris comme un actif avec une certaine valeur dans son bilan, tout d'un coup ne vaudra plus rien. Et donc là, ça c'est des potentiels stranded assets pour l'énergie. Une partie des explorations pétrolières ou même des gaz de schiste par exemple sont des stranded assets et pourraient perdre brutalement de la valeur. Si ça se produit, effectivement, étant donné que les cours des actions en bourse, c'est déterminé par la croyance que les investisseurs ont en l'augmentation des dividendes qui vont leur être payés et donc en l'augmentation des profits générés par l'entreprise. S'il y a des pertes importantes liées à l'impossibilité d'exploiter certains trucs parce que en fait c'est pas possible à cause ou grâce à des soulèvements populaires, grâce à des mobilisations, grâce à des changements de loi in fine, eh bien là les investisseurs vont comprendre qu'ils ne vont pas gagner autant d'argent que ce qu'ils attendaient. Et donc, ils vont se dire, merde, il vaut mieux que je revende mon titre parce qu'à un moment donné, ça va être beaucoup moins intéressant qu'un autre. Compétition entre les différentes entreprises et les différents titres financiers. Si les gens vendent, le titre plonge. Et donc, effectivement, l'entreprise descend en valeur. Et ça n'a pas des implications immédiates sur l'entreprise, mais ça en a très rapidement parce qu'elle va alors avoir des difficultés à financer ses activités, etc. etc. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui se joue là. Le problème, et c'est là que j'en viens à quelque chose de plus général, le problème qui est peut-être bien la solution aussi, c'est ce que j'évoquais un petit peu plus tôt, ce que Alain Deneau a mentionné également, c'est qu'il y a énormément d'investissements, de fonds de pension, et plans d'épargne pension comme on les appelle ici, de sociétés d'assurance avec les branches 21, branches 23, etc., de SICAV qui détiennent des titres de ces entreprises. Et donc, le jour où la valeur de ces entreprises diminue brutalement parce qu'elles n'ont plus le droit d'aller explorer ici ou là, et ça pourrait être sur tout un tas d'autres domaines, eh bien, ça a des impacts sur la valorisation et donc le paiement des retraites par les fonds de pension et les plans d'épargne pension. Ça a un impact sur les économies d'une partie de la population avec la perte de valeur de SICAV ou autre. Ça a un impact sur les assurances vie et autres. Et là se fait la capture, si on y prend garde. C'est-à-dire, ah mais attendez, il va falloir sauver ces entreprises avec de l'argent public, parce que sinon les effets en chaîne sont trop graves. Et donc, c'est pour ça que je crois, tout à l'heure je mentionnais la sécurité sociale, mais à plein d'endroits, il faut vraiment penser comment on construit notre autonomie par rapport à ce système, et arrêter de verser dedans. Parce que tant qu'on n'a pas la possibilité d'assurer nos moyens de subsistance sans passer par des capitalisations individuelles pour assurer notre sécurité, ben en fait, on est coincé, on est piégé, ils nous prennent dedans.
Moi, je crois que j'ai vraiment réalisé ça physiquement, mentalement, vraiment, le jour où ma mère m'a expliqué qu'elle avait hérité d'un petit peu de sous et qu'elle avait un plan d'assurance vie. Et elle commençait à avoir les pétoches à cause des chutes sur les marchés financiers. Et donc, en fait, elle était contente des sauvetages des marchés financiers. Et là, je me suis dit, merde, en fait, si on a nos parents qui nous trahissent dans nos luttes, ça ne va pas aller. Et en fait, c'est ça qui se produit. Alors, c'est nos parents, pour ce qui me concerne, parce que j'ai une maman qui a un peu de sous de côté, mais c'est les autres classes sociales qui ont plus d'argent. Ça se met à plein d'endroits, mais en fait, cette situation, elle casse les solidarités à l'intérieur de la population. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement grave et qu'on a la nécessité de construire nos autonomies pour ne pas se faire prendre par le discours du chaos qui vient nécessairement au moment de ce genre de chute de valeur sur les marchés financiers. Et l'histoire de 2008, c'était ça. C'était si on ne sauve pas les banques, vous allez tout perdre, vos petites économies. Mais en fait, ce qu'on a sauvé, c'est les banques, le système financier et tous les riches derrière. Et plein de grosses multinationales avec. Donc, en fait, ça ne va pas. Alain, vous vouliez renchérir pour répondre à monsieur? Oui, rapidement, en fait, dès qu'on étudie, ou enfin aller dans le même sens de ce qui se dit, hein, dès qu'on étudie ces phénomènes-là, on est en effet confronté à des situations de spirale infernale. En fait, c'est rare qu'on puisse vraiment isoler un problème. C'est qu'un problème est toujours pris dans une chaîne de problèmes multiples et systémiques. Par exemple, la spéculation autour, comme ça a été mentionné dans la question, la spéculation autour des titres, des réserves prouvées, des grands groupes dans le domaine minier, par exemple. Lorsqu'on spécule sur la valeur d'une action, en fait, indirectement, on spécule sur la promesse que représente un site minier. Hein, vous aurez des cabinets indépendants qui prétendent que dans ce site-là, il y a du cuivre, il y a de l'or, il y a je ne sais quoi, qui permet ensuite à la bourse, à l'action de l'entreprise qui est titulaire du site minier, hein, d'augmenter. Donc, la spéculation se passe à deux titres, quoi. Elle se passe sur la base, au fond, sur un plan géologique et sur un plan financier, d'une manière associée. Cela dit, on peut jouer sur ces définitions-là parce qu'au Canada, par exemple, lorsqu'on divulgue de l'information dans le domaine minier, il ne s'agit pas nécessairement de réserves prouvées. On peut aussi parler des ressources, se dire si les cours augmentent, si la technologie évolue, si on creuse un peu plus, il y aura peut-être plus que ce qu'on dit qu'il y a et c'est favorable à l'augmentation de la valeur de l'action. Mais ajoutons à cela le fait que spéculer, ce n'est pas vraiment rationnellement spéculer sur la valeur d'une action. C'est un peu jouer à la chaise musicale. C'est spéculer sur un titre qu'on sait trop cher payer en se disant qu'avant le crash, il y aura lieu de le fourguer en nanosecondes à un tiers qui lui-même l'achètera en sachant trop le payer parce qu'il pense lui aussi pouvoir manœuvrer de la même façon dans une nanoseconde suivante, quoi. Et au fond, et c'est Proudhon qui en parle déjà au 19e siècle, c'est que spéculer, c'est pas être rationnel, c'est jouer au casino. C'est-à-dire espérer qu'on soit pas le crétin qui a le ticket dans les bras, dans les mains, le jour où la musique s'arrête, quoi. Bon. Et donc, on rentre dans une spirale qui n'est plus rationnelle. Et ensuite, ces actifs-là profitent par exemple des États comme le Myanmar, qui a Total dans sa cour, et parce qu'il a Total dans sa cour, peut ensuite voir ses obligations d'épargne être crédibles sur les marchés financiers, parce qu'il y a toujours Total qui peut verser des dividendes. Donc, c'est un effet de levier pour que le Myanmar emprunte à son tour. Et donc, il n'y a pas lieu de restreindre, au fond, et de fragmenter les différentes étapes concernées par ces systèmes. Voilà, on continue. On a une autre question ici. Public. Bonsoir. Bonjour. Soir, oui. J'avais envie de continuer de poser des questions sur votre dernière intervention. J'ai oublié votre nom. Mais excusez-moi, oui. Aline. Du coup, je comprends très bien la logique de il ne faut pas refinancer des banques qui sont en train de couler. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place? Donc moi, la question c'est, est-ce qu'on pourrait envisager qu'un État sauve les épargnants plutôt que les banques ou fasse un système d'aide immédiate à ce moment-là, histoire de ne pas continuer à
faire survivre un système qui va à l'encontre de nous-mêmes. Et alors après, qu'est-ce qu'il faut dans le même temps qu'on construise comme structure, comme type de banque, comme type d'assurance? Il y a eu une espèce de tentative avec Newbie et puis il y a tout le monde qui le critique, alors moi j'y comprends plus rien. Je ne sais plus si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée d'essayer de créer une banque qui soit détachée d'une partie du système financier. Concrètement, c'est quoi qu'on doit construire? Parce que bon, nous comme novices, on n'a pas encore cette info là, quoi. Donc, quelle est concrètement l'alternative finalement? Aline? Oui, merci pour cette question, parce que ça me permet d'aller au bout de l'idée. Effectivement, je l'ai laissé un peu en rade. Donc, en gros, quand une banque menace de faire faillite, eh bien, on peut... ça s'est vu, elle pourrait tout à fait être achetée à 1 euro symbolique, parce qu'une banque qui est en train de faire faillite, elle ne vaut rien, en fait. Donc déjà, arrêtez de mettre 4-5 milliards dedans, ou je ne sais quoi, comme ça a pu être fait. 1 euro symbolique, c'est bien. Mais le truc, c'est qu'une banque, c'est un engin hyper endetté. Je fais un petit truc d'auto-promo, là. J'ai fait avec un collègue dessinateur une petite série de dessins animés très courts qui sont disponibles sur mon site alinefares.net. Et il y a, on n'a pas fini, on a laissé un peu le truc en plan, mais on finira un jour. Et il y a notamment une capsule qui raconte comment se financent les banques. Et ça montre à quel point les banques sont des structures qui fonctionnent à la dette. Leurs actionnaires, c'est seulement une très petite partie de leur financement, c'est 4-5%. Tout le reste, c'est 1/3 les dépôts des clients et 2/3 des financements qui sont collectés auprès des sociétés d'assurance, SICAV, tous ceux que j'ai nommés tout à l'heure, qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Et donc, quand une banque fait faillite et qu'un État choisit de sauver cette banque, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il choisit de dire « nous allons continuer à honorer les dettes de la banque vis-à-vis de tous ses créanciers ». Sauf que derrière ces grosses sociétés d'investissement, certes, il y a des petits épargnants, mais il y a aussi et surtout tous les gros. Donc, en fait, il y a à l'intérieur des créanciers des banques des gens qui ont très, très, très largement les moyens de prendre les pertes. Et donc, il me semble que c'est important de penser et de faire avancer l'idée que la prochaine fois, on fait le tri. Alors après, les dispositions du droit aujourd'hui ne permettent pas de honorer une dette auprès de quelqu'un et pas quelqu'un d'autre, juste sur base de son patrimoine. Mais en fait, comme le disait Alain, il faut d'abord une réflexion, une approche critique. L'approche critique, c'est de dire, voilà, prochain coup, en fait, on ne paye pas, on fait le tri et on n'honore pas les dettes vis-à-vis des gens qui ont déjà beaucoup trop. Et juste un petit exemple pour se représenter ce que constitue la fortune de ceux qui ont énormément. Je vais prendre le stade méga exagéré. Il y a une photo là de Bernard Arnault. Ah non, elle était là tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, il y avait un portrait de Bernard Arnault et puis de quelques autres milliardaires derrière nous. Et Bernard Arnault, je crois que, je ne sais pas où il en est, 70, 80, 100 milliards, enfin bref. Ah, le revoilà. Il est où, Bernard? Ah non, c'était Pinot. Ouais, voilà. Merci. 62 milliards. Bon, bah Bernard Arnault, on pourrait lui dire, écoute Bernard, désolé, t'as joué, t'as perdu. De tes 62 milliards, tu ne vas récupérer, on va garder 99%. Et avec le reste, 1%, voilà, c'est ça qu'on va te laisser. Alors, il faut faire le calcul sur 62 milliards. 1%, c'est quand même 620 millions, en fait. Donc, il y a un truc enfin, cette accumulation de richesse, c'est même pas indécent, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a vraiment aucun sens. Et donc, on a la nécessité, l'obligation de penser sans tout ça, quoi, et de penser la dépossession de ces gens-là. Après, ce que je dis par rapport à faire le tri, là où c'est pas si simple, donc il y a les enjeux du droit, il y a aussi le fait que l'État est le premier défenseur des intérêts de ces gens-là. Et donc, c'est de la confrontation, c'est une confrontation lourde. Il y a aussi le fait qu'il y a des groupes sociaux comme les syndicats qui, malheureusement, sont pris aussi là-dedans.
parce qu'il y a une partie de la pension des employés, des salariés qui est sur les marchés financiers, et que ça, pour l'instant, c'est une discussion qui est quasi impossible au sein des syndicats. Comment est-ce qu'on fait en cas de... Ou en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas réussi à l'avoir, ou en tout cas à l'époque où on avait tenté un petit peu de l'avoir. Et je comprends qu'elle soit très difficile, mais voilà. Et donc, pour terminer, parce que je comprends que je suis un petit peu longue, je voudrais juste par rapport aux alternatives, effectivement, il y en a du côté des banques elles-mêmes, comme par exemple, quand je dis racheter une banque à l'euro symbolique, c'est en faire une banque publique potentiellement. Donc la racheter à l'euro symbolique, ne pas rembourser toutes ses dettes, et donc apurer ses dettes comme ça. Alors c'est un peu Yaka Faucon là comme ça, il faut du mouvement derrière, hein, mais en tout cas donc l'idée elle est là. Avoir des banques qui soient publiques, avoir des banques qui ont pour objet un objectif d'intérêt général, disons, ça pourrait déjà être un début. Mais je crois que, en tout cas, quand je mentionnais construire nos autonomies, ça allait, ça parlait même pas des banques en fait. C'est, par exemple, pour ce qui est des retraites, des pensions, qui est un sujet qui me préoccupe beaucoup en fait. C'est que parce que l'emprise elle est très forte à cet endroit-là. Et bien, c'est reconstruire la sécurité sociale. Et refonder la sécurité sociale, c'est lui donner des moyens de financement, c'est arrêter de parler de charges sociales, mais reparler de cotisations, c'est remettre à contribution les multinationales dans les caisses de la sécurité sociale qu'elles se sont occupées à défoncer depuis des dizaines d'années. Enfin voilà, et à partir de là, on peut avoir une autonomie par rapport à ces grosses institutions financières quand elles sont en difficulté. C'est ces autonomies-là dont je parle, c'est les autonomies alimentaires, avoir une production alimentaire qui permette d'être autonome et de ne pas dépendre des circuits logistiques internationaux. C'est toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Merci Aline Farès. Donc on va prendre une autre question. Je vais peut-être articuler la question de madame autrement. Qu'est-ce que la guerre? Qui peut faire la guerre? Si vous n'avez pas de moyens de faisabilité pour faire la guerre, vous êtes mort. Je l'interpelle à cause de la question que M. Alain a posée. Ce problème de faisabilité. En disant, si j'ai bien compris, c'est l'utopie qui est première. Mon expérience au DIFRE, didactique du français langue étrangère à l'USCL, m'a confronté à l'échec scolaire. Et la question qui se pose toujours, et mon maître Pierre Lérès l'a très bien résumé, c'est la lutte contre Babel, et les multinationales sont des Babel. C'est d'abord reconnaître. Et à partir de cette capacité de reconnaissance, les Babel ont des points faibles. Tout le monde a des points faibles. À partir de ça, dans le mot reconnaître, il y a connaître à l'intérieur, il y a naître à l'intérieur, il y a être à l'intérieur. C'est cette dynamique qui fait que dans cette lutte-là, vous disposez d'un certain nombre de moyens, et je terminerai, y compris en termes de services secrets. Quand vous avez un ennemi puissant, vous devez disposer nécessairement d'un service secret qui peut, en ce moment-là, vous apprendre à apprendre ce qu'il est, mais surtout aussi ses points faibles. Donc c'est cette interpellation que j'aimerais que M. Alain me dise un peu pourquoi il a mis ce problème de faisabilité de côté. Alain Deneau, pourquoi est-ce que ce que vous avancez, ça serait un peu trop utopique en fait? Mais je l'assume.
opportune, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie de l'esprit où on peut mener des analyses et des critiques sans s'encombrer de l'enjeu de la faisabilité, tout simplement pour ne pas s'auto-censurer. Parce que le problème aujourd'hui avec ce qu'on appelle lourdement, étant donné de notre aliénation dans la rhétorique, la gouvernance, l'empouvoirment ou l'empowerment, c'est qu'on restreint le champ de notre conscience à des actions qu'on croit pouvoir mener effectivement, et on se restreint donc de penser des phénomènes pour eux-mêmes, d'abord et avant tout, donc sur une échelle. Bon, il est vrai, cela dit, que lorsqu'on étudie, et c'est en faisant cela qu'on arrive à ce résultat, lorsqu'on étudie un pouvoir multinational sur ce mode critique, on découvre ses faiblesses. J'ai beaucoup apprécié le dossier du Monde diplomatique, par exemple, en septembre, sur l'incurie, la bêtise, la faiblesse du pouvoir états-unien en Afghanistan. Leur incapacité à comprendre les réalités anthropologiques, par exemple. Moi-même, j'ai eu l'honneur d'être poursuivi pour 11 millions de dollars par 2 firmes multinationales. J'ai vu, le visage même des gestionnaires de ces firmes-là, et effectivement, j'ai compris pourquoi elles peuvent se targuer d'être des pouvoirs, parce qu'elles sont très puissantes, mais j'ai aussi vu leurs extraordinaires faiblesses, leur veulerie, leur bêtise même, leur ignorance crasse en main domaine. Et donc, mais il faut se permettre au fond d'aller au-delà de ce que l'on croit possible. Je crois que c'est Mark Twain qui disait ils croyaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc il arrive un moment où il faut penser indépendamment du critère de faisabilité, qui est souvent une façon au fond de se restreindre soi-même par trop. Merci Alain. Est-ce qu'il y avait encore une question parmi le public? Ou est-ce que cela clôt notre discussion? Oui, j'aurais voulu poser la question de la fiscalité des propositions qui ont été faites par le G7, par l'OCDE, au départ par Joe Biden. J'aurais aimé que les orateurs se positionnent par rapport à la fiscalité, aux nouvelles mesures fiscales qui vont être imposées aux multinationales. Est-ce que c'est une avancée selon eux? Est-ce que qui veut se lancer sur la fiscalité, même si bon. Je ne veux pas monopoliser le débat, mais je peux simplement dire. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je ne veux pas monopoliser le débat. Je peux simplement dire, avoir écrit justement, je le citais, le Monde diplomatique sur cette question-là. Je peux simplement dire 2 choses, parler très très vite. Le taux est absolument dérisoire, honteux et gênant. On parle de 15%. 15% en Amérique du Nord, vous savez, c'est le pourboire. Hein. Donc on statue que les multinationales vont payer un pourboire aux États. Pour tous les services que les États leur rendent. Cela dit, ce qui est très intéressant, c'est que l'approche du G7, du G20 et de Biden reconnaît les multinationales comme sujet de droit. Et ça, il y a quelque part une avancée là sur un plan statutaire. Moi, j'en dis pas plus. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ça, Bruno? Oui, moi j'ai parfois du mal avec la fiscalité quand on la pense comme alternative. Certes, on a besoin de mettre en commun, hein, mais la fiscalité, c'est aussi donner une légitimité à. Et à un moment, c'est reconnaître l'acteur multinational comme un acteur qui va contribuer. Et si ces gens contribuent, ils vont vouloir plus de droits. Et donc, voilà, je pense, pour moi, l'enjeu, il est plus dans comment on prend de l'autonomie par rapport à ces acteurs, comment on les combat, comment on les détruit, que comment on les fait un petit peu, parce qu'en effet, le taux est dérisoire, hein, et en plus, il pose la question des pays du Sud, qui vont être sans doute les grands lésés de cette fiscalité. Ça pose la question, est-ce que ça leur donne une légitimité, en tout cas. Et je pense que là, c'est un effet extrêmement pervers de la fiscalité sur les entreprises. Et je ne parle pas non plus, évidemment, des montages et de l'ingénierie fiscale qui va très rapidement dépasser, évidemment, tout cette avancée, si on peut appeler ça comme ça, fiscale au niveau international. Merci Bruno. Est-ce qu'il y avait encore une question parmi le public? Oui, monsieur devant. On vous écoute. Merci. Alors, bonsoir. Merci, bonsoir. La question qui s'était posée concernant, je pense par Bruno, il faut s'approprier la production. Et je pense qu'Alain a noté que nous avons un chantier de transition devant nous, de transition énergétique, environnementale.
Et moi, j'ai l'impression que les multinationales sont en train de s'approprier cette transition. Comme bête exemple, Total s'est emparé de l'Empiris, qui était un petit producteur d'énergie en Belgique, un des premiers producteurs d'énergie verte. Comment peut-on empêcher, ou du moins éviter le pire, et à côté de petites entreprises ou d'initiatives coopératives, comment peut-on, parce que l'argent et les banques sont impliquées dans le débat, comment peut-on monopoliser ces masses d'argent pour organiser une transition nécessaire en évitant le danger des multinationales comme on l'a pointé ce soir? Bonne chance. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on développe notre autonomie lorsque toutes les alternatives sont récupérées en fait par les géants de l'industrie avant même qu'on puisse faire mouche? C'est ça votre question. Alain Deneau? Déjà un point, je vais revenir sur l'enjeu de la fiscalité. C'est un très bon exemple des moments où l'approche pragmatique et l'approche critique se contredisent. C'est-à-dire que parce que l'approche critique suppose des finalités inaccessibles en temps réel et à moyen terme, eh bien, on se contente de mesures pragmatiques qui, parfois, effectivement, nous enferment dans des contradictions, je dirais, structurelles. Mais sur la question comme telle, le phénomène du réchauffement climatique, la perte de biodiversité, les conséquences qui s'en suivent, les incendies de forêt, les migrations d'espèces redoutables, les ouragans, ainsi de suite, les problèmes agricoles que cela pose, d'une manière de plus en plus marquée en Occident aussi, parce que c'est déjà le cas dans plusieurs régions du Sud, en Occident aussi feront comprendre à des communautés entières que le capital et le régime capitaliste les a lâchés à leur tour. Je viens d'un pays, moi, où dans l'Ouest, il y a eu un dôme de chaleur pendant des semaines. Il n'y a personne qui a secouru personne là, en termes d'intervention étatique où le capital n'était pas là pour pour sauver les gens. Alors, on a déjà eu à apprendre, comme dans des pluies de verglas ailleurs, dans ce même pays, dans des situations de crise, à s'organiser à des petites échelles sans le capital. Parce que le capital ne s'engagera pas là où il y a des situations aiguës de nécessité, bon, et ni les États. Donc, il arrivera un moment, d'une manière de plus en plus pressante et d'une manière de plus en plus durable, où il faudra apprendre à s'organiser sur le mode des biorégions. Et là, il n'y aura pas de récupération possible parce que la question, elle sera politique. Elle consistera à dire, nous qui sommes sur ce territoire en commun et qui sommes pris les uns avec les autres, que nous nous aimions ou pas, nous avons à penser, à délibérer à travers des structures politiques sur une forme d'organisation qui consiste d'une part à traiter des problèmes, des urgences, des besoins, et d'autre part des forces, des dispositions, des talents, des compétences et des aspirations qu'on a. Et ça sera une politique que j'espère démocratique. Et ce qui me fait plus peur dans cette perspective-là, c'est moins les multinationales que les courants d'extrême droite et fascisants qui risquent de profiter de ces situations de crise et d'angoisse. Merci beaucoup. Quelqu'un voulait rebondir? Moi, je veux bien. Oui, Bruno, avant de conclure. Parce que c'est évidemment la question centrale. Et la première chose, et Aline l'a évoqué, c'est s'adosser sur un déjà là. Il y a une grande partie du PIB belge et français et canadien qui ne dépend pas des multinationales. Et donc, il faut construire un rapport de force à partir de ça. La sécurité sociale est un enjeu énorme à ce niveau-là, puisque c'est un système de production alternatif. Voilà, c'est ça. Alors, on a l'impression que c'est un vieux truc, mais c'est un système de production alternatif. C'est une caisse d'investissement, ou de subventionnement ou d'investissement. Et donc, il faudrait, en Belgique, on a 7 piliers à la Sécu, il en faut un 8e absolument, c'est celui de la transition. Comment on investit collectivement, comment en communauté, avec une forme d'autonomie, comment on investit dans la transition, comment on décide ce qu'on doit produire, comment on le produit. C'est toujours la même question. La Sécu est un modèle, en fait, de production alternative. Et il ne faut pas la prendre comme un système qui permet d'aller à l'hôpital pas cher, il faut la prendre comme un système de production de biens et de services. Quand on la réfléchit comme ça,
c'est beaucoup plus intéressant, évidemment. Deuxièmement, il ne faut surtout pas abandonner la réflexion sur les institutions et le macro-social. C'est-à-dire que, et c'est vraiment pas un jugement, mais ce n'est pas, les ZAD ne nous sortiront pas de la mouise. Et nous avons besoin d'institutions importantes, nous avons besoin de réfléchir toujours l'État, nous avons besoin de réfléchir la Sécu, nous avons besoin de réfléchir les syndicats, les organisations collectives, le travailleur collectif. Et donc, toutes ces initiatives au niveau micro sont extrêmement importantes. Les tentatives de coopérative, de réfléchir l'entreprise, mais elles ne prendront du sens et elles n'auront un caractère subversif que dans une réflexion articulée, une réflexion beaucoup plus macro. Et ça, il ne faut surtout pas l'abandonner, ce qu'on a parfois un peu tendance à faire, parce que justement, on a l'impression que ça nous dépasse. Mais c'est crucial de continuer à réfléchir à ces questions institutionnelles et macro-sociales. Voilà. Et donc, voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. Donc, ces questions-là parfois semblent nous dépasser, ça semble très abstrait, mais en fait, nous sommes tous concernés par ça. Et je vous invite à poursuivre la réflexion et je vous invite surtout à revenir au festival. Il nous reste encore une semaine d'activités, de concerts, de théâtre, d'expos à vous proposer. J'espère que ce soir, ça vous a plu et on espère vraiment vous revoir cette semaine au festival, que vous allez participer avec nous. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci à nos intervenantes, à nos intervenants pour cette discussion qui était extrêmement intéressante, extrêmement riche. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée et à très bientôt.